Chers membres du Paper Jam plus de l'Anno Business Club, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui portera aujourd'hui sur la méthodologie Scale-up, exécutée sans drame et sans vous épuiser. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julien Dicely, programming coordinateur du Paper Jam Club et je serai votre modérateur aujourd'hui. Avant de débuter, bien sûr, un récapitulatif sur les détails pratiques de notre plateforme. Vous retrouverez sur la droite de votre écran un onglet chat qui vous permettra de poser vos questions à propos d'éventuels soucis techniques rencontrés. Vous aurez aussi un onglet questions qui vous permettra de poser, bien entendu, vos questions auxquelles notre expert répondra en live et à la fin de ce webinaire. Revenons au sujet du jour. Plus de 80% des entreprises échouent à mettre en œuvre leur stratégie. Si vous souhaitez faire partie de l'élite des 20% qui réussissent, vous devez combler l'écart entre votre stratégie et les résultats concrets. Dans ce webinaire, vous découvrirez comment établir des priorités, créer un alignement, définir des métriques utiles et instaurer une discipline de réunion efficace pour gagner du temps. Pour ce faire, j'invite dès à présent à me rejoindre sur scène le docteur Jean-Marc Fandel de la société Meraki Management. Ok, bonjour. Oups, voilà. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Ravi de vous avoir aujourd'hui sur ce webinaire. La thématique, comme Julien vient de l'énoncer, ça tourne autour de l'exécution, cette exécution qui, dans pas mal d'entreprises, est toujours entachée de drames. Maintenant, ce n'est pas des grands drames, mais c'est drame dans le sens, voilà, on ne va pas y arriver. Qu'est-ce qui finalement est maintenant important? Parce qu'il y a tout qui est important et tout qui doit être fait en même temps. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se concentrer sur cette partie-là. Et je vous encouragerais à avoir comme un programme qui tourne en parallèle pendant que vous écoutez le webinaire, c'est de voir d'appliquer directement ce dont je vous parle et de voir cette applicabilité, si ça existe en français, mais de tester cette applicabilité et qu'est-ce que ça signifierait pour vous dans votre entreprise. Donc, si ça c'est OK pour vous, un premier exercice, une mise en, euh, ouais, une mise en bouche, si on veut, ce serait de voir dans quel est votre secteur d'activité. Et je vous prierai de répondre justement dans la partie discussion sur quel est votre secteur d'activité, parce qu'éventuellement, il y a l'un ou l'autre exemple qui pourra être plus, voilà, que je pourrais approfondir. Donc, allez-y, mettez quel est votre secteur d'activité, s'il vous plaît. Ok, super. Oui, grande distribution, IT, ressources humaines, finance, du relooking, ça c'est cool ça. Du IFM, ok, ICT, RH, relocation, mobilité, relocation, d'accord. Ok, architecture, consulting in banking. Ok, d'accord, super. Euh, secteur d'activité. Deuxième volet. Quel est votre plus grand challenge aujourd'hui? Euh, et là également, dans cette idée de se mettre dans le bain, de voir directement comment ce webinaire il peut vous être utile, qu'au bout des 60 minutes, des 50 ou 60 minutes qu'on va passer ensemble, que vous sortiez avec voilà, des éléments concrets. Donc, si aujourd'hui, si vous vous mettez dans le bain de l'exécution, quel est votre plus grand challenge? Euh, même topo, s'il vous plaît, répondez dans l'onglet discussion.
Ah, cool. Dépasser le succès des conférences TED. Julien, tu es en bonne voie. OK. Alors, je vous avoue, c'est une question un petit peu plus difficile. D'autant plus que et là, je me tiens avec Jacques Chirac, heu, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. C'est très difficile de vraiment d'aller précisément sur un point qui est, celui qui est le plus important. Pour ma part, la question qui se pose, c'est par où commencer? Et je pense que c'est une question, tout à fait légitime pour tout chef d'entreprise, pour tout responsable de service. Hem, Finalement, c'est est-ce qu'on commence par, engager les bonnes personnes pour créer une équipe, une culture d'équipe, solide? Est-ce que, c'est d'avoir une stratégie qui soit claire et compréhensible par tous? Je vois certains témoignages qui vont dans ce sens, certaines réactions, qui vont dans ce sens. Est-ce que finalement on commence par tout d'abord établir des processus qu'on espère fluides, sans accroc, pour mettre en œuvre la stratégie et ne pas avoir une stratégie par défaut? Ou finalement, est-ce que c'est de générer suffisamment de cash pour augmenter la valeur de l'entreprise? Donc, voilà quelques éléments où finalement on peut dire: «Oui, mais par où est-ce qu'on va commencer?» Et j'aimerais vous proposer justement ce référentiel du scale-up référentiel. Respectivement, on l'appelle operating system parce que c'est comme un operating system dans votre téléphone, dans votre ordinateur. C'est finalement la base à partir de laquelle on peut construire, à partir de laquelle on peut développer, on peut faire grossir l'entreprise. Il y a 4 éléments et s'il y a un enseignement qui sort de l'application de cet operating system, ça fait à peu près 40 000 entreprises qui l'appliquent, en commençant par les États-Unis, maintenant de plus en plus en Europe, c'est qu'il n'y a que 4 domaines dans lesquels il faut prendre les bonnes décisions. Tout d'abord, people, est-ce qu'on a les bonnes personnes à bord? Stratégie, est-ce qu'on est clair au niveau de la stratégie? Clair, ça veut dire, est-ce que chacun dans l'entreprise peut résumer en une ou deux phrases ce dont il s'agit en termes de stratégie, où on veut aller? Ensuite, c'est le volet exécution, celui qu'on va traiter aujourd'hui. Est-ce que, voilà, cette exécution, elle se passe sans drame et avec le résultat qu'on espère, parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller vers le cash et finalement de dégager une rentabilité. L'élément, au-delà de cet élément très clair, d'avoir ces 4 dimensions et en tant que responsable, de se focaliser sur people, strategy, execution et cash, euh, il faut aussi voir que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire d'avoir les bonnes personnes. Si on est en capacité de sélectionner les bonnes personnes, de les développer, de les retenir, alors avec ces bonnes personnes, on peut formuler une bonne stratégie. Les compétences de ces personnes vont nous amener à développer une bonne stratégie. On va bénéficier de l'intelligence collective pour développer une bonne stratégie. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, à ce moment-là, on peut exécuter la stratégie. Très difficile de partir dans l'exécution lorsque la stratégie, elle n'est pas claire. Et en même titre, lorsque voilà, on est en train d'exécuter la stratégie et qu'on fait ça bien, ben dans ces cas-là, on va retenir suffisamment de cash dans l'entreprise pour la faire progresser. Ce qui permet par la suite de réinvestir dans les personnes, d'agrandir l'équipe, d'augmenter les salaires de l'équipe, d'amener des spécialistes qui vont coûter plus cher. Mais l'ensemble va nous permettre d'avoir une stratégie finalement qui est plus fine, qui est plus différenciateur, etc. Vous voyez l'histoire. C'est ça le volet de Operating System Scale-up qu'on peut mettre en place dans quasiment chaque entreprise. Le volet d'aujourd'hui est celui de l'exécution.
Et là, c'était un livre qui, il y a quelques années, a fait un grand tonnerre, qui était Tout est dans l'exécution. Alors, Larry Bossidy, un CEO de Honeywell Bull, et Ram Sharam, qui ont publié ce livre, et qui attire justement notre attention sur l'importance de l'exécution. Maintenant que tout est dans l'exécution, j'en suis pas à 100% d'accord, mais voilà. Pour nous, il y a 3 questions clés, très pragmatiques, très concrètes à répondre au niveau de l'exécution. La première, c'est quelle est la prochaine action la plus efficace à faire? C'est pas mal. Toutes les options qu'on a pour progresser, quelle est l'action qui sera la plus efficace? Il ne s'agit pas d'avoir un feu d'artifice d'action, ou alors il y a une concurrence entre oh, on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ci. Non. Quelle est l'action qui est la plus efficace? L'image que je vous propose est celle des pièces de domino. C'est quel est le domino qu'il faut qu'on fasse tomber pour que tous les autres ils tombent de manière automatique. Premier élément. Deuxième élément, c'est comment mesurer son efficacité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est décidé pour une certaine action, bah, comment mesurer l'efficacité de cette action. Et le troisième élément, sommes-nous toujours sur la bonne voie? Et là, par nous, c'est vraiment nous, c'est l'équipe. Et c'est qu'en tant qu'équipe, on est en train d'atteindre le résultat, l'impact qu'on souhaite avoir. Voilà les 3 questions que je vous propose de parcourir ensemble. Petit élément biographique. Je suis passé par le volet startup, par le volet scale-up et également par les grandes entreprises. Vous voyez là quelques logos, mais ce n'est pas par rapport à ça que nécessairement je vais vous entretenir. Mais vous voyez le pictogramme, c'est celui de mon profil LinkedIn. Donc, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, je publie de manière assez régulière des réflexions sur le scaling up, sur la gestion d'entreprise, sur la vie des entrepreneurs. Bienvenue. Alors, passons aux 3 questions clés. Et notamment, la première constatation, c'est qu'il faut les 3 en même temps. C'est-à-dire, quelle est la prochaine action la plus efficace? Il s'agit de fixer des priorités. C'est ça l'idée. La deuxième, c'est comment mesurer? C'est d'avoir des métriques. Et la troisième, c'est de s'assurer qu'on est tous toujours sur la bonne voie, c'est-à-dire c'est de maintenir un rythme de réunion. L'idée ici, à garder en tête, c'est d'exécuter sur ces 3 volets-là. Et on va voir comment aborder cela. Alors, la première, quelle est la prochaine action la plus efficace à faire? Alors oui, ça c'est, je pense, quelque chose qu'on connaît tous. On voulait conquérir le monde et puis on a vu un autre truc qui est trop cool. Ouais, voilà. Et on finit finalement par ne pas conquérir le monde et le truc cool, il n'est pas tellement cool. Alors comment faire? Ce que je vous propose, c'est le Growth Canvas. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une partition qu'on a au niveau d'un orchestre, où sur une feuille, on a réuni à la fois la réflexion stratégique et l'exécution. Concrètement, on a la stratégie, c'est-à-dire c'est cette partie gauche du tableau, et nous avons dans cette section, justement, on va répondre aux questions où est-ce qu'on veut aller et avec qui. C'est les aspects stratégie et people du Operating System Scale-Up. Le deuxième volet, c'est celui de l'exécution. Avec quelles priorités et quelles mesures. Mais tout ça est réuni justement au niveau du Growth Canvas parce qu'il y a une logique à avoir ces 2 choses ensemble. Parce que exécuter sans une stratégie, là, on se demande qu'est-ce que finalement on va exécuter. Alors, la réflexion, elle part justement de la réflexion stratégique, c'est-à-dire de ces 10 ans et plus, de ces 3 ans. Je vous ai mis là quelques exemples, quelques outils qu'on utilise traditionnellement dans ce domaine. On va se poser la question sur la raison d'être de l'entreprise, sur les valeurs, le BHAG, Big, Hairy, Audacious Goal.
formulation pour dire c'est vraiment un objectif qui est très audacieux et qu'on va mettre au-delà de 10 ans. Et puis de cela, on va dire, si on veut être cela dans 10 ans et plus, ben, d'ici 3 ans, c'est un petit peu comme notre compte de base pour les montagnards. Notre compte de base, c'est à 3 ans. Où est-ce qu'il faut qu'on soit à 3 ans? Et après, on va encore une fois dire l'annuel, quels sont les objectifs annuels qu'on se fixe pour pouvoir être à 3 ans dans cet endroit-là et à 10 ans dans cet endroit-ci. Donc, l'annuel, c'est un morceau du gâteau à 3 ans. Objectif, quelles sont les initiatives, les KPI, les chiffres clés. Et là, on glisse vers l'exécution. C'est-à-dire que là, on deviendra très concret. Quel est le thème? Quelles sont les priorités? Quels sont les KPI? Et quelles sont les fêtes qu'on va organiser lorsque on aura réussi au bout de 90 jours un certain nombre d'objectifs et de priorités. Donc, la réflexion, elle se construit finalement de la droite vers la gauche, mais l'exécution, là, on est vraiment sur les 90 jours et on ne va pas commencer à se poser la question si ce qu'on est en train de faire vraiment colle avec la stratégie. C'est au niveau de la planification qu'il faudra qu'on ait répondu à cette question. Donc, premier élément, fixer des priorités. Une poignée de priorités pour l'année, une priorité pour le trimestre. Concrètement, la priorité pour le trimestre, c'est-à-dire pour les 90 jours. Important de lui donner un thème. Cela va vous faciliter la communication au niveau de l'entreprise. Avec ce thème, quelles sont les 3 grandes activités qui vont nous mener vers l'objectif? Et on va mesurer le progrès dans l'accomplissement de cette priorité. Là encore, ce n'est pas une question d'en avoir beaucoup, c'est une question d'en avoir une, parce que une fois qu'on a 10 priorités, on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est prioritaire? Donc c'est un exercice pas facile, d'autant plus que c'est un exercice qui consiste à dire non à toutes sortes d'autres choses, à toutes sortes d'autres idées, d'autres trucs brillants, d'autres opportunités. Ça, c'est pour la réflexion sur la stratégie et sur le moyen terme. Ici, on s'est donné le cadre de référence et il s'agit maintenant d'exécuter de la manière la plus efficace possible. Et donc, d'embarquer l'équipe dans ce voyage. Pour cela, on a le thème et on a esquissé 3 grandes activités qu'on va faire au bout des 90 jours. Alors, à vous de jouer. Quelle est votre priorité des prochains 90 jours? Prenez un petit peu de temps et réfléchissez sur quelle est votre priorité par rapport à laquelle vous êtes vraiment, comment on va dire, committed en anglais. Vous êtes vraiment engagé à le réaliser. C'est le premier élément de la construction. Prenez un petit peu de temps pour réfléchir. OK? So, maintenant, on arrive à la deuxième question. Et la deuxième question, des 3 questions clés, c'est comment mesurer son efficacité? C'est-à-dire l'action qu'on aura décidée, la priorité qu'on aura fixée, les actions qu'on a mis derrière, comment mesurer son efficacité? Et là, je vous propose l'image, comme c'est un petit peu c'est l'époque du Tour de France et ce qu'on voit souvent, c'est qu'on n'est pas trop clair en termes d'arrivée. Pas au niveau Tour de France, là c'est très clair. Mais au niveau des entreprises, parce que des fois, on n'est pas suffisamment spécifique. Je vous donne un exemple. Vous voyez sur ce slide le premier exemple. Trouver, recruter, former un directeur régional des ventes pour la région Est d'ici au 31 décembre. Alors, je peux m'imaginer que dans des entreprises, on dit il faut qu'on trouve un directeur.
D'accord, allez, on va chercher un directeur. Responsable du personnel, voilà. Il faut trouver un directeur, une directrice, et puis voilà. Hmm. Non, soyons plus spécifiques. Il faut trouver, recruter et former. Il ne s'agit pas tout simplement de, voilà, ben, maintenant, bah, tiens, on a engagé quelqu'un. Non, on veut que cette personne, elle soit également formée pour qu'elle puisse reprendre le flambeau au 31 décembre. Donc, c'est cette idée des priorités qui soient smart. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais je me permets de le répéter parce que c'est un outil qui est très important et surtout que, comme au Tour de France, il faut se mettre d'accord sur quelle est la ligne d'arrivée. Si la ligne d'arrivée pour les uns, elle se situe pas à Pontivy, Moribond, Bretagne, mais quelque part en Ardèche, ça n'ira pas. Bon, c'est toujours bien le Tour de France, mais voilà, c'est pas exactement la même chose. Donc, soyons spécifiques, soyons mesurables, d'avoir un KPI. Euh, il faut aussi que ce soit accepté, c'est-à-dire qu'on ait eu une discussion par rapport à cet objectif. Parachuter des objectifs dans un service ou dans une entreprise ne fait pas beaucoup de sens. Déjà, les gens auront du mal à les comprendre si en plus ils n'ont pas été associés à l'élaboration de ces objectifs. Vous vous privez d'un aspect qui est celui de la gestion des risques parce que, voilà, vous pouvez imposer maintenant, il faut faire 10 millions de chiffres d'affaires les prochains 90 jours, mais voilà, il y a un certain nombre de risques qui sont associés à cette démarche. Il faut que ce soit réaliste, voilà, et il faut qu'on ait une date. Il faut qu'on ait un timing autour de ça. Donc, voilà pour ce qui est des priorités et de les mettre en mode smart. Euh, le plus important quand même, ce qui se cache derrière, c'est que on veut opérer un mind shift. Et celui-là, il est passablement important. C'est-à-dire qu'on va passer d'un point de vue activité vers la recherche d'impact. Je m'explique. Au niveau typiquement du management, bah, il y a les questions d'efforts, de ressources qu'on va mettre à disposition ou qu'on va investir dans une certaine activité. Donc, il y a un côté, voilà, input de ressources, effort. Si on va plus en avant, ben, on va être plus concret au niveau quelles sont les activités qu'on souhaite voir entreprendre. Ou on va formuler ça en termes de output, de résultats. Mais on peut encore aller plus loin parce que finalement, ce qu'on recherche, c'est un effet, c'est un outcome, c'est un impact économique. Respectivement, c'est un effet qui va au-delà de l'effet purement économique. Euh, je m'explique. Par exemple, reporting financier. On a constaté qu'en termes de reporting financier, bah, il y a quelque chose à faire. Une typique décision de management pourrait être, bon, bah, on va se réserver les 2 prochaines semaines pour établir ce reporting. C'est-à-dire, les 2 prochaines semaines, priorité à l'élaboration de ça. On peut être plus clair en disant maintenant, alors l'initiative qu'on veut prendre, c'est surtout d'avoir des tableaux comparatifs entre cette année, ce trimestre, cette semaine et celle de l'année d'avant. Plus loin encore, bah, ce qu'on veut dans ce reporting financier, c'est d'identifier les dépassements, d'identifier les écarts, ou encore d'interpréter les résultats. Mais l'impact finalement qu'on recherche, c'est celui d'assurer que les meilleures décisions soient prises à temps. Et là, on n'est plus sur une question de management, et là, on revient vraiment sur une question de leadership. Parce que euh, le côté spécifique, on l'a plus. Le côté contrôle, on l'a moins. Mais voilà, on pose des hypothèses. C'est qu'on voudrait revoir le reporting financier parce que on veut prendre des meilleures décisions et des décisions qui soient plus à temps et pas 3 semaines ou 4 semaines de délai dépassé. Et c'est là le mind shift, c'est de passer d'un côté management, c'est-à-dire extrêmement orienté sur le contrôle,
vers quelque chose qui soit beaucoup plus à la recherche de l'impact. Euh, un autre exemple pourrait être celui de l'augmentation des ventes. Une typique décision pourrait être, ben tiens, voilà, les ventes ne sont pas là où elles devraient être, on va faire une campagne téléphonique. Là, on a juste spécifié l'effort. Poussons un petit peu la réflexion. C'est que, bon voilà, il faut qu'on contacte 130 clients. C'est en termes d'activité qu'on a spécifié cela. Euh, Générer 10 rendez-vous par semaine. Ah, ça devient déjà plus concret, encore plus concret. C'est on va générer 10 leads. Mais l'impact qu'on souhaite finalement avoir, c'est augmentation du chiffre d'affaires de 150 000, 150 000 euros. C'est ça l'impact qui est recherché. Et là, on va passer vraiment du micromanagement, qui est beaucoup plus orienté sur l'effet global qu'on veut produire. Euh, Cette discussion-là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont, parce que pour beaucoup, lorsque on n'est pas au niveau du résultat souhaité, ben, il y a cet argumentaire, oui, mais on a fait tellement d'efforts et on a fait telle activité, telle activité, telle activité, mais l'impact n'y est pas. Alors que ce qu'on cherche, c'est l'impact. Alors si du point de vue management, je commence à fixer des objectifs en termes d'efforts, d'activité, voire même de résultats, je tombe assez facilement dans le micromanagement. Et finalement, je fais le boulot des gens que j'ai engagés pour faire le travail. Et ça, c'est un des points qui est important lorsqu'on commence à mettre des mesures. C'est qu'on veut avoir des mesures en termes d'impact. Le chemin, comment y arriver, ben, c'est pour ça que vous avez engagé du monde, vous avez engagé des spécialistes. C'est clair. Si vous êtes seul, vous l'avez sur votre bureau. Mais du moment que vous êtes plusieurs, poussez la chose pour être clair au niveau quel est l'impact qu'on veut créer, qu'on veut avoir obtenu en fin de période. Euh, voilà, c'est un petit peu cette image-là de la recherche d'impact, de la pignata. On peut prendre des swings, on peut en prendre 10, on peut en prendre 30. Et s'il le faut, alors on va en prendre 50. Mais ce qu'on veut, c'est justement atteindre la pignata et avoir les bonbons qui sont à l'intérieur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Si je vais trop vite ou si c'est pas clair, s'il vous plaît, intervenez. Alors, voilà. On a maintenant parlé de priorité et on a parlé de mesures. Et on va réunir ces deux-là et on va aller sur un cycle de planification stratégique, respectivement sur un cycle de planification de 90 jours. Et là, on s'inspire finalement, ou les meilleures pratiques s'inspirent finalement de l'informatique, qui consiste également à développer des stratégies, à développer des logiciels de manière agile, c'est-à-dire de manière itérative. En bref, on va décrire l'état que nous voulons atteindre dans le futur, quel est le bénéfice, le résultat, l'impact, quel est l'intérêt de faire ce travail et quel était l'intérêt d'apporter ces résultats clés. On est autour de notions comme des priorités, des ROC, des objectifs. Cela, l'objectif, c'est vraiment l'état à l'issue du travail accompli. Quel est l'impact qu'on a cherché à créer au niveau stratégique? Et c'est la même chose au niveau stratégique et au niveau opérationnel du coup. Si au niveau stratégique, c'était pour amener un homme sur la Lune et le retourner de manière safe dans les 10 ans, c'est d'avoir des réserves de trésorerie de 6 mois de dépenses, gagner la prochaine Ligue des Champions. Ça, c'est en termes d'objectifs de savoir quel est l'état dans lequel on est. Le deuxième volet, c'est le résultat clé, c'est-à-dire quelles sont les étapes mesurables sur le chemin pour y aller. C'est la definition of done, c'est-à-dire c'est d'être très clair, c'est la ligne d'arrivée du Tour de France, c'est d'être très clair que
de quoi on va parler. Par exemple, c'est de gagner 80% de tous les matchs qu'on va jouer à l'extérieur. C'est de développer un planeur spatial d'un poids maximum de 2 tonnes. Ce sont finalement les éléments constitutifs d'un système qu'on appelle OKR, Objectives and Key Results. Ça fait un tonnerre aux États-Unis, c'est en train de faire un tonnerre en Europe parce que c'est terriblement efficace, parce que Google l'a employé, parce qu'il y a beaucoup d'organisations très réputées, y compris LinkedIn, qui ont adopté cette approche. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de formuler les priorités et la mesure en une phrase. Et là, c'est un petit peu la formule magique d'un OKR, c'est je vais atteindre un but, un objectif, avoir un impact qui est mesuré par les résultats clés suivants. Je vous donnerai un exemple par la suite. Vous avez une forme un petit peu plus évoluée, mais qui commence toujours par pourquoi je fais ça. Pour atteindre un certain objectif, je vais faire une certaine action dans un délai et je sais que j'aurai réussi lorsque tel ou tel résultat est atteint, lorsque j'aurai fait 50 prospects, lorsque j'aurai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million de chiffre d'affaires. Dans le Growth Canvas, dans cette partition dont je parlais avant, c'est la dernière partie de ce tableau, mais qui finalement découle de toute la réflexion stratégique de la partie 3 ans, de la partie 1 année. Voilà ce qu'on va faire au bout de 90 jours. C'est une procédure, c'est un processus qu'on remet tous les 90 jours. Alors, la grille OKR que nous proposons, c'est de dire, voilà, il y a un objectif, il y a un résultat clé, et il y a un propriétaire, un responsable, un ownership. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire, on a un certain objectif, pourquoi est-ce qu'on le fait? Là, finalement, on pose la question en termes d'impact. Quelle est l'initiative clé qui va nous amener à cela? Quelle initiative? Il y en aura peut-être 2 ou 3 ou 4, pas 10. On va choisir. Et quelle est la métrique qui va nous dire si on est en train de remporter le morceau ou pas? Exemple. Nous allons être l'application de productivité numéro 1 au niveau du App Store, c'est-à-dire voilà, la déclaration d'intention pour être une des entreprises les plus cotées, les plus réputées au niveau de la productivité. C'est un exemple. L'objectif est clair. Ensuite, le key result, et là, on veut que ce key result il soit mesurable. D'ici le 15 novembre, 10 des fonctions les plus fréquemment demandées seront identifiées et 5 d'entre elles seront implémentées. C'est très précis. Aussi, nous aurons effectué 10 tests utilisateurs pour identifier d'éventuels problèmes d'utilisation et on aura amélioré d'au moins 50% la satisfaction des utilisateurs par le biais d'un sondage. Et finalement, au 31 décembre, on aura 200 notations de 5 étoiles qu'on aura reçues. Lorsqu'on parle de smart, lorsqu'on parle de spécifique, de mesurable, d'accepter, ça c'est quelque chose qui se discute en équipe. Pour être clair au niveau de la ligne d'arrivée, on a un timing. Voilà. Voilà un exemple de priorité claire à fixer tous les 90 jours. Autre exemple, augmenter la notoriété de la marque. Ah, comment est-ce qu'on va savoir qu'on aura augmenté la notoriété de la marque? Ben, on se met d'accord sur 4 key results. Temps de réponse sur Insta en dessous de 3 heures, augmentation 20% des adeptes de 20%, un programme des recommandations qui va démarrer au 1er septembre et publication d'articles, respectivement des invitations sur podcast avec des podcasts qui ont plus que 10 000 followers. C'est ça, quelque part, l'anatomie d'un OKR. L'élément crucial là-dedans, et c'est ça qui va m'amener vers la troisième question, c'est d'avoir un suivi hebdomadaire. Si on n'a pas ce suivi hebdomadaire, d'ici 3-4 semaines, on va se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on avait encore décidé? Ah tiens, c'était ça? Non, 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 moi je pense qu'on a plutôt ça. Donc, l'importance, c'est d'avoir le suivi hebdomadaire. Là, en l'occurrence, ce qu'on utilise, c'est
des codes couleurs, mais de les suivre hebdomadairement. Voilà. Ça nous amène sur la troisième question. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie? Et cet élément-là, c'est finalement autour du rythme de réunion. Je sais, encore des réunions. Voilà. Il y a Patrick Lencioni qui a écrit un excellent livre là-dessus qui s'appelle Death by Meeting. C'est un bouquin qui se lit très bien parce que, à la base, c'est une fable, mais avec un référentiel très clair, très concret derrière. Les meetings, bah, c'est question d'avoir une communication qui soit fréquente, fluide et ouverte, qui ne va pas se passer autour de caméra café, mais qui a un rythme. Alors, dans sa déclinaison la plus détaillée, on parle d'hygiène de réunion et il y a finalement 4 types de réunions. Il y a les daily huddle qui sont bien connus de l'informatique. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et quels sont les points bloquants? Il y a le weekly qui est un petit peu la même chose parce que les deux sont vraiment sur l'exécution. Pendant ces meetings, on ne va pas commencer à se poser des questions, mais est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Ça, on l'a réglé au niveau du monthly ou du quarterly meeting. C'est finalement, sur les deux premiers, on a une question d'exécution. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour atteindre notre impact? On va parler de ressources, on va parler d'activités, on va parler de KPI. Est-ce qu'on est en train de progresser? Sinon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais on ne va pas changer l'objectif. On ne va pas remettre en question la direction stratégique dans laquelle on est allé. Ce volet-là, c'est au niveau du trimestriel, c'est le quarterly. C'est 1 à 2 jours où on se pose finalement pour faire une rétrospective et pour dire, OK, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas trop bien fonctionné. OK, donc pour les prochains 90 jours, et toujours en restant dans cette optique de notre plan stratégique, qu'est-ce qu'il faut qu'on change, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Le point, à mon avis, le plus important, c'est la réunion hebdomadaire. Réunion hebdomadaire que beaucoup d'entreprises, elles font, mais des fois mélangent un petit peu de manière trop agile ce qui est exécution, ce qui est stratégie et ce qui est plein d'autres thèmes qui sont apparus dans les minutes qui ont débuté, dans les minutes avant le meeting. C'est pas très discipliné et c'est pas très efficace. Moi, je vous propose la chose suivante, c'est de tester pendant 3 mois et puis vous décidez de l'adapter ou pas. Commencez par exemple votre réunion déjà à 8h18 ou à 10h18. Ne prenez pas un temps rond euh, parce que voilà, et vous allez l'expérimenter. Vous verrez, si vous fixez votre réunion à 8h18, tout le monde sera là. Vous la fixez à 8h15, il y aura toujours un ou deux retardataires. Donc, essayez 8h18, 10h18, 14h18, peu importe. Désignez un gardien du temps parce qu'il y a un maximum de 60 minutes pour un weekly. Euh, Important aussi d'être clair que, voilà, on se prend tous ensemble, on se prend le temps pendant 60 minutes et on va clarifier un certain nombre de choses de la semaine passée, respectivement pour la semaine à venir. Et ce n'est pas une réunion qui est open-end. C'est une réunion qui est très consciencieuse du temps. Check-in, la bonne nouvelle de la semaine. Parce que, voilà, finalement, on a tellement de nouvelles que ça peut être intéressant aussi de passer un court moment sur les bonnes nouvelles. Point saillant de la semaine passée, de la semaine à venir, et quel est le point bloquant? Quel est le truc sur lequel je suis en train euh, ouais, de ne pas avancer, etc. L'idée n'est pas de faire maintenant un concours et de faire du finger pointing, mais c'est l'opportunité aussi pour demander de l'aide. Parce que du moment que vous travaillez en équipe, bah, c'est pour ça qu'il y a les équipes. On va revoir les KPI financiers et opérationnels de manière très claire. Et on va identifier les écarts. Écarts qu'on va par la suite discuter, résoudre, décider, prendre les décisions qu'ils font. Là encore, on va devoir se concentrer sur ce qui est le plus important.
rappelez-vous cette théorie des dominos. C'est de trouver quelle est finalement l'action qui est la plus efficace dans cela. On est tous très forts et on peut débloquer 10, 20 différentes actions. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est ici de trouver quelle est l'action qui fait que toutes les autres actions deviennent superflues. Quelle est l'action la plus importante? Et finalement, on conclure avec un tour de table avec le mot de la fin, souvent sur une considération de est-ce qu'on est content de la réunion ou de l'issue de la réunion ou pas. Voilà pour ce qui est de la troisième question. Donc, en résumé, voilà, ces trois éléments qu'il faut en même temps. Fixer les priorités, d'avoir la métrique et surtout de revoir la priorité et les métriques. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on évolue dans le bon sens? Ces trois éléments-là vous donnent déjà une très bonne base pour ce qui est de l'exécution. J'aimerais cependant rajouter un autre élément de notre toolbox Scale-up. Et lorsque on va plus aller vers l'excellence en exécution. Et là, il s'agit d'adopter une approche par checklist. Atul Gawande a publié un excellent livre qui s'appelle The Checklist Manifesto, dans lequel il élabore finalement les raisons de travailler avec des checklists. Mais ça, vous le connaissez déjà, c'est prenez les métiers qui sont les plus prenants, qui sont les plus difficiles, les plus complexes, ont tous des checklists. Je vois qu'il y a quelqu'un de l'aviation, typiquement un capitaine de 747, la cinquantaine, etc. On part de l'idée qu'il sait piloter un avion, mais il fait quand même la checklist. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de bases qu'on va couvrir et qu'on peut mettre de côté, qu'on peut évacuer de son esprit et on peut cocher la case pour être prêt aux imprévus. Vous avez la même chose au niveau de... Et d'ailleurs, Atul Gawande est un neurochirurgien. Vous avez la même chose au niveau des interventions chirurgicales. Je pense qu'au niveau gestion d'entreprise, on gagnerait en efficacité à adopter également ces checklists. Et c'est dans ce sens-là que a été élaborée la Rockefeller Habits Checklist. Et ce sont finalement 10 points qui vont nous aider à savoir si, en termes d'équipe, on évolue dans le bon sens et qu'on a couvert les éléments de base. Je vais revenir sur un slide d'avant pour vous illustrer quels sont finalement les 10 grands points saillants d'une telle checklist. La première, c'est est-ce qu'on a un comité de direction qui est apte et qui est prêt? Est-ce que la dynamique au niveau du comité de direction joue? C'est le team at the top. Est-ce qu'on est conscient des styles, des approches différentes de l'un et de l'autre? Et est-ce qu'on arrive à performer en tant qu'équipe? Premier point. Deuxième point, est-ce qu'on est clair au niveau de la priorité? Focus. Est-ce qu'on a un focus sur la priorité 1? Je vous ai donné les exemples tout à l'heure. Est-ce qu'on a établi un rythme de réunion et est-ce qu'on s'y tient? Est-ce que les rôles et les responsabilités sont clairement définis? Est-ce que les employés, où est-ce qu'on en est au niveau de la satisfaction des employés? Où est-ce qu'on en est au niveau de la satisfaction des clients? Est-ce qu'on a clairement identifié quelles sont les valeurs, c'est-à-dire les règles de jeu, les principes d'après lesquels on opère? Est-ce qu'on a une stratégie formulée en une phrase? Enfin, est-ce qu'on peut dire si on a eu une bonne ou une mauvaise semaine? C'est un petit peu comme au niveau du sport. Ça ne viendrait à l'idée de personne de jouer un match de tennis ou de foot en enlevant les scores. Si vous avez enlevé les scores à la partie qui s'est jouée dimanche après-midi, ça perd grandement de son intérêt. Donc, pourquoi au niveau gestion d'entreprise, on n'est pas plus conscient de cet élément? Et enfin, le dernier élément, c'est d'avoir le plan et le progrès qui soit
visible. Posez la question à vos équipes. Est-ce qu'on est en train de gagner? Est-ce qu'on est en train de jouer égalité? Ou est-ce qu'on est en train de perdre? Où est-ce qu'on en est? C'est de dépasser finalement les réponses un petit peu vagues, intuitives, par quelque chose de très concret. Rockefeller Habits Checklist, vous avez pour chacun de ces 10 points, vous avez 4 éléments qui vont vous aider à qualifier si, oui ou non, vous pouvez donner un tic à ces boîtes. Cet exercice, il est très intéressant de le faire comme une mini-enquête au niveau de votre comité de direction, respectivement au niveau de votre équipe. Et ensuite, de constater les écarts où on a des points de vue très différents, parce que c'est sur là qu'il faudra qu'on travaille, que vous travaillez par la suite. Voilà. Si je résume les éléments de ce webinaire, ben, c'est d'abord l'idée de fixer des priorités et vraiment de se donner la peine au niveau de déterminer quelle est l'action maintenant qui est la plus efficace, au lieu d'aller vers un feu d'artifice de toutes sortes d'options et de possibilités. Euh, Fixer les priorités. La deuxième, c'est d'avoir des métriques. Et surtout d'être conscient que ces métriques, c'est en termes d'impact. Ce n'est pas en termes d'activité. C'est en termes d'impact qu'on veut voir ces métriques et savoir si ce qu'on a décidé en termes d'action, est-ce qu'on est vraiment en train de le réaliser. Dernier volet, est-ce qu'on est tous toujours sur la bonne voie? Est-ce qu'on est sur la même page? Et c'est pour cela, ben, il faut investir un petit peu de temps, mais de manière disciplinée et de manière très focalisée. Si vous voulez aller au-delà, ben, à ce moment-là, le dernier élément, c'est la checklist qui peut être un apport très intéressant, justement pour voilà, garder de la bande passante par rapport à tous les trucs imprévus qu'on peut rencontrer. Donc, prêt pour l'action serait ma dernière question à vous. Et également sur quelle est l'idée du webinaire d'aujourd'hui que vous amenez avec vous, respectivement, si vous avez des questions. J'ouvre j'ouvre le débat. Mais peut-être le volet d'abord sur l'idée du webinaire d'aujourd'hui que vous amenez avec vous. Allez-y, dans la boîte discussion. Ouais, d'avoir des réunions efficaces, de mesurer l'impact. L'heure des réunions. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est au début, on va vous déclarer fou, mais vous verrez l'effet. Le truc, ce n'est pas de faire une décision où on va dire c'est ad vitam aeternam 8h18. Non, c'est on va tester ça pendant 3 mois. Vous verrez les résultats. Tenez-moi au courant. Oui. euh, ah oui, structurer les réunions de direction. Euh, Ça coûte très cher, les réunions de direction. Et finalement, il y a peu d'ajustements à faire. Mais c'est surtout de garder une discipline. Bien planifier checklist. Oui. Euh, OK. Donner un score au résultat. Oui, s'assurer que l'équipe est derrière l'objectif. Très important. Et vous ne pouvez pas échapper aux discussions, on va les appeler constructives, pour ne pas dire il y aura du conflit. Mais c'est une bonne chose. Si tout le monde se tait et tout le monde tout simplement accepte, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas parce que les gens sont tellement ébahis devant votre brillance de fixer des objectifs. C'est qu'il y a quelque chose. Et le conflit, lorsque on arrive à des discussions qui soient controverses, voilà, là c'est bien. Parce que tout le monde s'est approprié l'objectif ultime. Tout le monde veut aller de l'avant. C'est un bon indicateur. C'est des discussions controverses sur la chose, pas sur la personne, évidemment.
Oui, ça nécessite une certaine discipline. Une discipline en termes de pensée, une discipline en termes d'action. Et c'est là que les référentiels du type Scale-up ou autres sont très utiles. Voilà, je pense que, je vais m'arrêter là, faire éventuellement de la place à des questions. Hem, j'ai parlé du Growth Canvas, j'ai parlé de la checklist, ou si vous avez des questions, Pictogram, LinkedIn, respectivement, contactez-moi, sous, jmfandel@me.com. Ce sera mon plaisir de répondre à vos questions. Je vous Merci beaucoup Jean-Marc pour ce partage. Effectivement, chère audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions dédiées juste à droite de votre écran pour continuer justement à avoir d'autres précisions justement avec Jean-Marc. Vous pouvez bien entendu le contacter par la suite via le QR code que vous avez vu. On pourra vous remettre aussi son adresse directement dans la barre de discussion. Jean-Marc, moi comme d'habitude, hein, sur ce genre de sujet, j'ai toujours la même question qui va revenir. Tout impact de ce genre, c'est considéré comme un changement. Et justement, on a toujours avec l'humain des résistances au changement. Comment on peut faire? Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir à faire en sorte de faire passer ces idées et surtout ces méthodes au sein de certaines équipes qui pourraient être réfractaires? Oui, tu me donnes combien de temps? Parce qu'alors là, c'est, Il nous reste 10 minutes. merci. Je ferai pas 10 minutes. Je te donnerai, peut-être une réponse. Déjà, bah, il faut que ça fasse du sens, hein. Il faut expliquer le pourquoi. Si on n'explique pas le pourquoi et que, on veut que les gens sautent ensuite par le quatrième étage de l'immeuble, non. Si l'immeuble est en feu et là, on va dire: «OK, tu sautes parce qu'il y a les pompiers qui sont en bas», ah, c'est un autre contexte. Donc voilà, si on ne donne pas le contexte, difficile déjà de mobiliser les personnes. Mais ça, c'est un élément. Le 2e élément, c'est que, hem, il faut quelque part, il faut se donner des règles et on est un petit peu réfractaire dans pas mal de sociétés pour donner des règles claires. Parce que du moment qu'on se donne des règles, il faut s'y tenir et tout le monde, il faut qu'il s'y tienne. Donc pour moi, j'arrive à une recette qui est finalement un petit peu inspirée aussi de l'éducation des enfants. C'est déjà, bah, c'est d'avoir des règles, d'avoir peu de règles. C'est on peut pas avoir des dizaines de règles, d'avoir peu de règles, de les répéter souvent, vraiment souvent, et de rester cohérent par rapport à ces règles. C'est pour ça l'intérêt qu'il faut pas en avoir des tonnes, hein, il faut en avoir quelques-unes. Mais c'est surtout de les répéter et de rester cohérent par rapport à ces règles. Et je pense que là, tout être humain normalement constitué, euh, il va pouvoir, voilà, vous allez pouvoir marcher ensemble. C'est, il y a beaucoup de mythes autour de la résistance au changement. Et honnêtement, je comprends très bien qu'il y a des gens qui résistent au changement. Euh, c'est un challenge. Et voilà. C'est le challenge Merci. des patrons. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette réponse. Est-ce qu'il y aurait des outils ou des méthodes justement qui pourraient être utilisées dans ce cadre? Est-ce qu'il y a une histoire peut-être d'un dashboard qu'on pourrait mettre en place ou autre pour les équipes? Euh, écoute, je te renverrai, je te renverrai sur les Rockefeller Habits, qui est vraiment un tour 360 degrés sur. Il y aura toujours du changement, ok? Mais sur les pratiques qu'on a mis en place. Et c'est pour moi, et en ayant la discussion dans le comité de direction ou dans les, ça dépend du nombre duquel vous êtes, mais d'avoir une discussion franche sur, voilà un certain nombre de bonnes pratiques, est-ce qu'on les fait ou pas? Et peut-être qu'il y a des raisons pourquoi on ne les fait pas, ou peut-être qu'on se dit, bah tiens, on pourrait prendre, et alors, les prochains 90 jours, on va en prendre une ou deux. On va pas prendre les 40 d'un coup. OK? C'est les une ou deux.
Et puis voilà, on va apprendre ensemble et on va expérimenter ça. Essayer de rester cohérent et de rester dessus. Répéter, répéter, répéter. Justement, par rapport aux outils ou même la méthode en tant que telle, on parlait d'une durée, tu faisais vraiment voilà, le focus en disant on va tester pendant 2, 3 mois, etc. Cette durée pour tester justement une méthode et voir un petit peu ses impacts et essayer de s'y tenir, est-ce que on a une durée qui est meilleure qu'une autre? Est-ce qu'un mois est mieux que 2 mois? Est-ce qu'on doit faire un plan sur 6 mois, par exemple, pour vraiment voir comment ça fonctionne et potentiellement pivoter ou reconfigurer les choses derrière? Mhm. Oui, très bonne question. C'est par rapport finalement au cycle avec lesquels on va développer ça. Si tu es sur des réunions du type des réunions hebdomadaires, l'idée de se donner un petit peu de temps pour que ça s'établisse, pour que ça, il y a une autocorrection qui va se mettre en place. Mais c'est surtout le fait que, et là j'ai dit 3 mois, bah, il y en a qui sont plus rapides et qui pourraient le faire au bout de 2 mois. Mais c'est surtout là l'élément de se dire, on va apprendre ensemble. Et, et c'est cette capacité-là qui, à mon avis, est déterminant dans le succès d'une entreprise. C'est est-ce que je suis capable d'apprendre? On sait tous qu'on a appris des trucs que par la suite on a fini par jeter parce que c'était pas opérant, mais il y en a d'autres trucs qu'on a gardés. Et c'est cette capacité-là à rester finalement ouvert, à rester à un certain point vulnérable, dans le sens que il y a des trucs, oui, on va se planter, mais OK, fine. Mais on va investir dans notre formation, dans notre capacité finalement à gérer l'entreprise. Parce qu'il y a personne qui est tombé de l'arbre en étant gestionnaire né. C'est un métier, c'est pas un art. Voilà. Et ce métier-là, on va lui donner un certain temps, une certaine épaisseur de temps. Pour les réunions, 2 mois, 3 mois. Si on met en place une nouvelle manière de considérer la stratégie, on est vite sur 6 mois, une année. C'est parce que le cycle de tout ça, le temps que ça se développe, ça prend du temps. Si on est en train de changer la manière de recruter, tiens, manière de recruter, au bout de 3 mois, il n'y a rien qui se sera passé. Hein. Il y aura pas d'impact. Là, probablement, on est bien sur du 6 à 9 mois. Je l'aborderai de cette manière-là. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette nouvelle réponse. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Je sais que notre chère Envirance aime bien contacter en direct justement nos formateurs pour parler de use case un peu plus spécifiques et potentiellement un peu plus sensibles. Jean-Marc, merci encore pour cet énorme partage. Il me semble qu'on a encore un dernier webinar cette année sur un autre volet sur le scaling up, si je ne dis pas de bêtises, au second semestre. Donc, n'hésitez pas justement à vous y inscrire déjà ou à nous envoyer un email pour nous demander plus d'infos directement. Jean-Marc, comme à notre habitude, je te laisse donc le mot de la fin. Ok, très bien. Merci, merci Julien. Ben voilà, je pense qu'en termes d'exécution, j'ai pu vous donner quelques idées. N'oubliez pas que cela se situe dans un ensemble et que d'abord, il faut commencer par être clair au niveau de ce qu'on veut avant de passer vers l'exécution. Euh, Par rapport à ce que Julien vient de dire, ben, le prochain webinaire va porter sur le cash, va porter sur les liquidités, mais sous une optique, je ne pense pas que... Enfin, c'est peut-être un petit peu à contre-courant par rapport à la manière de traiter la liquidité. Ce n'est pas un webinaire pour des financiers, mais c'est un webinaire pour des gestionnaires. Donc, voilà. Rendez-vous alors au prochain webinaire, j'espère bien. Merci encore Jean-Marc, je te dis à très bientôt pour ce prochain webinar. Nous allons donc passer maintenant à nos prochains rendez-vous. Le 19 juin prochain, justement, retrouver notre nouveau webinar qui abordera cette fois-ci la due diligence avec Jeffrey Colbert de Elvingeros.
Ensuite, le 17 septembre, participez à notre Off the Record Human Resources où vous pourrez rencontrer Olivier Schmitt, DRH de Carpnipe, qui nous parlera du DRH coach, mythe ou réalité, ainsi que Sandra de Greff, DRH de la Banque européenne d'investissement, qui abordera quant à elle le sujet du Talent Programme, toute la transparence et l'égalité des opportunités pour tous. Enfin, le mercredi 18 septembre, un autre webinar qui se focalisera cette fois-ci sur le management générationnel, comment garder l'harmonie avec Marc Delpierre de Mentalifit. Pour vous inscrire, comme d'habitude, connectez-vous au site du Paper Jam plus de l'Anneau Business Club dans la section Académie en menu. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous souhaite bien entendu une excellente journée.